Congo telema. Telema esika yo zali pona mboka na yo. Mwana Congo telema. Telema esika yo zali pona mboka na yo. Comment peut-on imaginer que un grand esprit comme celui-là, qui avait exprimé son amour même des étrangers dans son discours, pour dire un homme est un homme, qu'il soit blanc, noir ou qui est un homme. Mais il faut que cet homme respecte l'autre. Parce que si j'existe, je ne peux pas exister sans l'autre. Ça, c'est la sagesse. Comment est-ce que ce monsieur a été arrêté, maltraité, torturé, hein, et emprisonné où? Au Katanga. Et les Belges se sont servis du Katanga comme un abattoir, et c'est là où il est allé mourir. L'histoire récente de 1960, Patrice Emery Lumumba, qui parle de l'unité du Congo, qui parle de la redistribution, de l'utilisation des richesses du Congo pour que ces richesses puissent profiter aux enfants du Congo. Il est diabolisé, il est taxé de communiste, il est taxé de ceci, de cela. Et les ennemis du Congo instrumentalisent les Congolais, l'arrêtent et l'amènent à l'abattoir. L'abattoir, c'est toujours à Elisabeth, donc au Katanga. L'enfant du Katanga est Moulouba du Katanga, Janson Sendwe, qui était nommé par le gouvernement central comme commissaire du gouvernement pour le Katanga, qui s'oppose à la sécession du Katanga, qui dit le Katanga ne peut pas entrer en sécession à cause de l'avidité inextinguible de la haute finance internationale, des Belges, de la banque et tout ça, etc. On utilise les Katangais, ses propres frères, on l'assassine. Donc, tous ceux qui pensent à l'unité nationale, tous ceux qui pensent à la redistribution équitable des richesses du pays, tous ceux, ils finissent toujours dans cet abattoir-là. C'est pourquoi je disais, lors de notre dernier entretien, la fois passée, que les Katangais, la jeunesse Katangais doit interroger l'histoire. La jeunesse Katangais doit demander aux dirigeants qui sont dans cette province-là de se réajuster. Car le Katanga risque de porter toujours les péchés, hein, du siècle. Nous n'avons pas oublié ce que Kyungu Akumwanza, avec Mbouz Karlibon, ont fait aux Kassaïens. Comprenez? Mais ils oublient même l'histoire. Ils oublient l'histoire, ils se laissent instrumentaliser par les ennemis de d'autres peuples. Ils oublient l'histoire que les Kassaïens viennent à Sangalubangu, où se trouvent tous les Balubalolo, tous les embranchements, hein, des Luba. Les Luba, c'est pas, ça vient des Ilungambidi. Ils vont jusque même dans une partie des Bandundu. Il faut qu'ils interrogent l'histoire. Il faut qu'ils s'informent. Mais vous parlez du Katanga avec beaucoup de passion. Parce que le Katanga a toujours été instrumentalisé, utilisé. Le cas de notre jeune frère... Mais l'attitude de Moïse Katumbi... Mais je vais en venir. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Mais 3 pénaltys... Il y a deux réflexes. Des Katumbi en essai. Il y a deux réflexes qui viennent à moi. Oui. Quand j'entends... Je me pose d'abord la question de savoir est-ce que Moïse est réellement politicien ou il est philanthrope? Puisque un gouverneur élu comme lui, il devait être élu sur base d'un programme. Hein? C'est sur ce programme, hein, qu'il va appliquer sa politique. Oui. Mais il ne peut pas devenir un philanthrope, hein, qui, de sa poche, il sort l'argent pour acheter les bus pour les étudiants,
du campus de Lubumbashi. Il sort de sa poche son argent pour acheter le bus pour le séminaire de Kafoubou, je ne sais pas, là-bas. Mais non, mais écoute, le campus de Lubumbashi, les séminaires et tout ça, émerge au budget national. Parce que l'université de Lubumbashi est financée par le département de l'éducation nationale et des recherches scientifiques, je ne sais pas comment c'est structuré. Ça ne peut pas sortir de la poche personnelle, de la cagnotte personnelle d'un gouverneur qui a été élu, je suppose, sur base de son programme politique. Donc, moi je trouve d'abord cette attitude de Katumbi et Moïse comme étant une attitude tendant à infantiliser les Katangais, hein, qui sont déjà affamés par une politique drastique du gouvernement d'occupation, et comme ils sont affamés, pour les intérêts qui sont des Katumbi, si je sors de Bunga, donc je donne à celui qui a faim, je deviens son Dieu. Non, mais ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut donner du travail aux gens. Il faut que les gens gagnent leur vie honnêtement. Il faut que le salaire qu'on leur donne permette à chaque famille de manger du 1er au 30. Il faut un minimum vital. Voilà comment... Mais d'autre part, oui, notre frère... jeune frère Katumbi, je ne peux pas comprendre comment il peut avoir ces réflexes de virevolter comme ça à 180 à l'heure. Hein, au mois de décembre, hein, il revient de l'Europe sous prétexte qu'il était empoisonné. Hein, et nous avons attendu qu'il nous montre son bulletin de santé. Le bulletin de santé, oui, provenant d'un médecin, surtout à Londres où il était. Il n'a même pas fait allusion à cette histoire de l'empoisonnement. Mais dans son discours métaphorique, il parle de faux pénaltys. Lesquels faux pénaltys? Lui-même a participé dans ces faux pénaltys avec l'enfant du Rwanda qui règne à la tête de notre pays. Avec l'élection de 2006? Oui. Mais écoutez, il y a eu 2006, Rebelote 2011, et aujourd'hui, on va encore faire rebelote pour 2016. Mais il y a à se poser des questions dans le chef de notre jeunesse, dans le chef de notre classe politique, on va dire, mais est-ce que c'est de l'amnésie ou bien c'est quoi? Comment peut-on toujours reprendre les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, hein, sans qu'on les jugule d'abord, et on continue, on dirait que c'est une attitude qui est normale pour eux de continuer toujours à faire des erreurs en erreur. Oui, mais il faut soutenir, les élections sont, c'est la panacée? Non, les élections ne sont pas la panacée. Mais il faut soutenir alias Joseph Kabila jusqu'à la fin de son mandat. C'est pourquoi je voulais en venir pour dire, oui, on ne comprend pas cette manière de virevolter comme ça. Hier, un discours tout à fait dichotomique. Il condamne les faux pénaltys qui ont été marqués par celui qui est à la tête du pays. Et aujourd'hui, il demande encore aux gens de soutenir celui qui a marqué de faux pénaltys. Hein? Un imposteur. Oui. De l'aider dans son mandat. Lequel mandat s'agit-il? Des mandats de l'imposture, des mandats de faux pénaltys, des mandats d'usurpation. Mais alors là, je demande à mon jeune frère Moïse de se réajuster. Parce que un homme politique, c'est un homme qui doit assumer ses dires. C'est par ça, c'est par cette forte personnalité qu'il doit se faire respecter. Et là, coup de chapeau à Étienne Tshisekedi, parce que Mobutu en sait beaucoup. Il est allé dans la tombe avec l'idée de ce monsieur qui a toujours été constant jusqu'à ses 82 ans. Vous comprenez? Et Moïse va maintenant dans cette histoire de découpage territorial. Je le vois à Kolwezi, en train d'inaugurer une université à Kolwezi. Bon, il va dans le Manono là-bas à Kalemi pour inaugurer un pont. Et dans son discours, il demande
à la population de ne pas oublier qu'ils sont Katangais. Mais ce discours me trouble. Hein? Et puis il dit qu'il va prendre un moment de réflexion pour faire la tournée du Congo. N'est-ce pas? Il va faire la tournée du Congo en tant que Katangais ou bien en tant que Congolais. Puisqu'il demande aux gens de Kalemi hein, de ne pas se dérober de leur esprit Katangais. Au lieu de dire continuez toujours à aimer le Congo, il parle, mais c'est un séparatiste, Moïse. Il faut qu'on le conseille, il faut que son cabinet lui donne un bon discours. S'il a vraiment le charisme... mais c'est peut-être un discours électoraliste. Mais comment veux-tu... Mais il y a toute une dichotomie. S'il va faire la tournée à travers toute la République, quelle est la nature de son discours? Il va parler aux autres en tant que Congolais, en tant que celui qui veut l'unité nationale. Mais comment il peut aller à Kalemi et dire au Balouba de là-bas, il ne faut pas oublier que vous êtes des Katangais. Il va à Kolwezi, il ne faut pas oublier que vous êtes des Katangais. Mais c'est faire du Katanga comme étant une entité à part, qui n'est pas dans le Congo, qu'il fasse attention. Ça, ce sont des maladresses du langage qui peuvent lui coûter très cher. Et que je demande aux jeunes de mieux comprendre, de mieux interpréter le langage de chacun. Nous devons être rigoureux, durs, sévères avec tous ceux qui manifestent cette velléité de devenir président, gouverneur ou quoi. Parce que la jeunesse congolaise a tant souffert. Il ne mérite pas ça. Il lui faut maintenant un moment important pour qu'elle se ressaisisse, qu'elle prenne carrément son destin, comme tous les jeunes du monde. Amen. Voilà, vous parlez du Katanga avec beaucoup de passion, ouais. Mais je voulais qu'on passe à autre chose. Ouais. Alors, les élections 2016, est-ce que les élections, vous y croyez? Pourquoi ces élections? Est-ce que les choses ont évolué depuis 2006 où on n'a pas eu les débats, hein? On a privé les Congolais d'un débat qui était démocratique, inscrit dans la Constitution par votre ami Modeste Mutinga, qui a privé les Congolais, les 60 millions de Congolais d'un débat. On a vu que la proclamation a été faite dans un char de combat hein, de la MONUC à l'époque. Et en 2011, il y a eu une tricherie terrible, visible, des fraudes massives. Et en 2011, qu'est-ce qui va se passer alors que les jeunes qui ont 18 ans aujourd'hui ne sont même pas enrôlés, ne pourront même pas voter? Mais qu'est-ce qui se passe par rapport à ces élections? Je risque de te décevoir, mon ami Freddy, pour te dire que je ne crois pas à la classe politique congolaise. C'est une classe anti-peuple, c'est une classe d'égoïstes, c'est une classe de prédateurs. Cette classe-là ne mérite pas le respect de notre jeunesse. Parce que je ne peux pas comprendre cette amnésie. Il y a eu des événements sanglants aux élections de 2006. Tout le monde sait très bien qu'il y a eu un certain Jean-Pierre Bemba qui a gagné ces élections. Mais ce Jean-Pierre Bemba n'a pas été élu. Chez nous, il a été... Le peuple est allé aux élections. Paf, on sait que il y a un peu le style de quelqu'un qui va pêcher le poisson et puis... C'est un autre qui va manger le poisson. Oui, non, il retire l'hameçon, oui. Il voit un serpent. Voilà. Il dit, mais ici c'est le banc où il y a beaucoup de poissons. C'est ça le problème. Chez nous, le peuple va aux urnes pour voter un certain Tshisekedi. Tu comprends? Mais ce n'est pas Tshisekedi qui sera président, c'est un kangourou ou un serpent qui sera président. Ça, il n'y a pas photo pour démontrer. Il n'y a pas photo pour démontrer que c'est lui qui s'occupait de la commission électorale indépendante à cette époque-là. C'est un calotin. Ce qu'on appelle
abusivement l'homme de Dieu. Donc, c'est la pureté, l'honnêteté et tout ça. Voilà même les hommes de Dieu sont devenus des partisans de Satan. Un certain Malou Malou qui a organisé, orchestré les tricheries de 2006 et qui va proclamer de faux résultats dans un tank. Ça ne s'est jamais fait. Je ne peux pas comprendre ça. Si c'était honnête, pourquoi ne pas le proclamer dans une tribune publique au Parlement ou, je ne sais pas moi, au ministère de l'Intérieur? Et d'ailleurs, pourquoi il y a des commissions, toujours commissions indépendantes et tout ça, alors que traditionnellement, c'est le ministère de l'Intérieur qui doit organiser les élections? Si c'est un pays sérieux, ça doit être ça. Ça, c'est un mécanisme que les prédateurs ont lancé dans les têtes de leurs pantins pour mieux les manipuler, pour mieux fragiliser leurs États. Et c'est ça, effectivement. Puisque les élections au Congo actuellement ne peuvent pas refléter la vérité, ni la justice, comme l'a dit le cardinal Mosengo, comme Mosengo. Mais vous ne parlez pas du débat. Le débat est quand même important. Pourquoi votre ami Moutinga a privé les Congolais d'un débat et vous n'en parlez pas? Mais un malhonnête comme Moutinga ne peut pas être un ami à moi. Il ne peut pas être un ami à moi, puisque moi, je suis de la classe des hommes intègres. Moutinga, c'est cette espèce de racaille, c'est cette bande d'égoïstes qui ne voient, pour avoir connu des difficultés énormes dans la vie, donc les élections, c'était pour lui une opportunité pour aider à la tricherie, refuser même un débat contradictoire entre les candidats, alors que ce débat est inscrit dans la Constitution. C'est dire effectivement que tous ceux qui ont participé à ces élections, à ces fausses élections, qui sont des élections pièges à camp, comme on le dit, n'ont pas l'amour de la patrie, n'ont pas cet amour de leur propre peuple. Donc, ce ne sont pas des gens qui peuvent se recruter comme étant des hommes intègres. Non. Je peux encore te confesser que ce qui s'est répété en 2011 se fera également en 2016. C'est là où nous déplorons l'amnésie, qui est peut-être une amnésie voulue, parce que ça profite aux autres, effectivement. Donc, je ne crois pas à ces élections. Je ne crois pas aux élections organisées par un pouvoir de fourbes, un pouvoir de prédateurs, un pouvoir d'occupation, un pouvoir des étrangers. Non, il faut des hommes intègres. Il faut qu'il y ait de vrais enfants du pays. Comme je ne cesse de le répéter, les Congolais pur sucre. Pas de Congolais douteux comme ce que vous connaissez. Il faut vous dire effectivement que actuellement, je demande à notre jeunesse d'être très vigilant, c'est-à-dire de passer au scanner tous ceux qui prétendent devenir quelque chose dans notre pays. Le pays a été infiltré, non seulement aujourd'hui, dans ce régime de Kabila. Kabila a donné ce qu'on appelle en tout cas l'autorisation de légaliser ce qui est illégal. Mais depuis Mobutu, avec les Bisengimana, avec tout ça, les Rwakabuba, tous ces Rwandais qui sont venus chez nous par des collines, par tout ça, ils étaient déjà dans les sillages de nos institutions et tout ça, etc. Nous disons ceci. Cette pratique a fragilisé notre pays. Cette pratique a enlevé à notre jeunesse la chance de réussir leur vie et que nous ne voudrions plus qu'on utilise les élections à piège à con pour
faire infiltrer encore davantage, légaliser ce qui est illégal, hein, au détriment de notre jeunesse. Ça, je me battrai jusqu'au bout. Les élections, pas maintenant. Il nous faut une révolution triomphante. Une grande révolution. Un soulèvement populaire. Mais c'est un soulèvement populaire. Et ce soulèvement populaire est légal, est légitime. Car hein, il est contenu dans même le texte légaux. Donc, c'est-à-dire dans la Constitution de la République, entre son article 64 et 63 et 64. Ça veut dire qu'aujourd'hui, personne ne peut taxer la jeunesse congolaise quand elle va se mettre debout, c'est-à-dire quand elle entre en insurrection, pour dire que non, mais c'est la rébellion. Non, c'est légitime puisque c'est constitutionnel. Vous comprenez? Cet article 64, non seulement il est rude, dur, parce qu'il nous oblige même, l'article, vous devez, l'article dit, vous devez vous opposer, vous devez mettre en échec. Mais ils ont essayé dernièrement au mois de janvier, il y a eu plus de 50 morts, on a volé les cadavres à l'hôpital général de Mamayemo, les familles n'ont pas fait les deuils, etc. etc. Cette jeunesse ne peut pas toujours être la chair à canon. Hein. Nous sommes déjà morts depuis je ne sais pas combien de décennies. Ce n'est pas... Aujourd'hui, je peux confesser devant cette jeunesse que Kabila n'existe plus. On vous fait seulement miroiter, on vous fait l'illusion de l'existence d'un pouvoir. Vous comprenez? La jeunesse doit savoir que ce pouvoir est déjà tombé. Mais ils ne voient pas. Mais il faut alors un coup, ce qu'on appelle un coup de grâce. C'est-à-dire que la marche populaire, la marche révolutionnaire de Trois Glorieuses, du 19, du 20 et du 21, devrait être hein, l'aboutissement hein, de ce coup de grâce. Mais hélas, ceux qui ont aidé à ces soulèvements se sont refroidis et sont allés répondre à des invitations à l'étranger, alors que des familles entières ont été éprouvées. On a canardé les jeunes, universitaires, lycéens. Mais ceux qui ont soulevé cette jeunesse, les soi-disant opposants, devraient s'occuper d'abord de cette jeunesse, devraient aider à aller avec cette dynamique jusqu'à la victoire. C'est-à-dire, au lieu d'aller en Europe, au lieu d'aller aux États-Unis, ils devraient aller au Katanga pour sensibiliser la jeunesse de ce coin, aller à Matadi, à Boma, hein, à Sekebanza, aller en Banzangungu, aller partout dans les Luozi. C'est là où il y a le pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir. Il devrait aller à l'Équateur, à Ingende, à Yakoma, un peu. C'est là où il y a le pouvoir. Il devrait aller à Mweka. Il devrait aller à Port, je sais pas, à Kazumba. Il devrait aller à Munkamba. Il devrait aller à Mbujimayi, pardon, à Mweneditu, à Ngandajika. Il devrait aller à Gungu, chez les Bapende là-bas. Il devait aller chez les Bayombe. Il devait aller chez les Bayanzi. Il devrait aller chez les Basakata. C'est là où il y a le pouvoir. Le pouvoir, hein, le pouvoir est dans le peuple. Le pouvoir, c'est le peuple qui a le pouvoir, qui doit vous le donner. Mais ce ne sont pas ceux qui ont comploté contre notre pays, ceux qui ont utilisé le pays proxy, hein, pour agresser le Congo, hein, qui peuvent aider les mêmes Congolais à passer au pouvoir. Ça, je trouve que ce comportement doit s'arrêter. Moi, je trouve ça, c'est comme un complexe du larbin, comme mon ami, mon jeune frère Jean-Pierre Mbelou, l'abbé, a toujours l'habitude de le dire. Il y a un syndrome du larbin.
c'est-à-dire vouloir toujours aller rencontrer ton propre bourreau. Hein? Donc ce complexe-là, on doit arriver à le démentaliser. On doit créer ce qu'on appelle une véritable mutation psychologique dans les têtes de la classe politique. Puis cette classe politique n'est plus une classe de référence comme nous devons nous référer, par exemple, de Lumumba. C'est un homme constant. Nous devons nous Oui, référer... mais Lumumba, homme constant, mais lorsqu'on entend Lambert Mende aujourd'hui, il s'est dit lumumbiste. Parce qu'il est il est de la même province que Lumumba. Mais non, mais c'est un lumumbiste de pacotille. C'est un lumumbiste de circonstances. Ce n'est pas un... C'est un situationniste. Mais oui, voilà. Lambert Mende ne peut pas être lumumbiste à partir du moment où, lui, il est entré dans une rébellion qui a été orchestrée, instrumentalisée par une puissance étrangère pour attaquer son propre pays. Ça, c'est contraire de principe de Lumumba. C'est le contraire de principe nationaliste de Simon Kimbangu. Mende ne peut pas se réclamer le monde. C'est-à-dire, ça, c'est un manque de respect. C'est un manque... Mais Lumumba était là, lui, il était là. Non, mais Lumumba, on ne peut pas... on est ce qu'on est. On peut être tété là, on veut... Mais il y a ce qu'on appelle une pensée. Hein? Lorsqu'on a une pensée nationale, une pensée nationaliste, une pensée patriotique, on ne peut plus voir en tout cas sa petite tribu. La tribu est carrément noyée dans l'intérêt général. On ne peut pas se réclamer mon tété là, mon Luba, mon Congo, devant ce qu'on appelle l'intérêt de la nation tout entière. Ça, c'est tellement réducteur que un homme comme Mende ne faut même pas lui donner l'occasion de bénéficier d'une telle publicité, des lumumbistes. Non, ce sont des gens qui, puisque dans cette démarche que nous sommes en train de mener pour la libération totale, mentale, la libération spirituelle, et économique, culturelle de notre peuple, les gens comme le Mende serviront d'exemple lorsque nous allons les pendre, lorsque nous allons les juger devant le tribunal populaire, pour qu'ils voient comment, pour que le peuple voie comment lorsqu'on trahit son peuple, on trahit sa patrie, on trahit un grand nom comme le nom, c'est une trahison. Le régime actuel, c'est un régime qui ne peut pas se référer du lumumbisme. Un régime qui est anti-peuple, alors que Lumumba aimait son peuple. Un régime qui est là, qui favorise la prédation de nos matières, alors que Lumumba protégeait ça. Un régime qui est là pour violer les femmes du pays, alors que Lumumba rendait les femmes comme des êtres sacrés, et tout ça. Donc, les Mende, qui sur le plan même de la morale familiale, c'est pas une référence, puisque nous connaissons un peu sa petite vie minable. Il ne faut plus me citer ce genre de nom. Buana Paul Kaumbu, peut-être les mots de la fin, mais avant les mots de la fin, je voulais quand même qu'on parle de ces découpages territoriaux. Nous avons 11 provinces, actuellement la République démocratique du Congo, qui passe à 26. Cette loi a été presque mise en veilleuse pendant 9 ans. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que Alias Joseph Kabila puisse les mettre en exergue? Pourquoi avons-nous besoin de 26 provinces aujourd'hui? Il faut d'abord se poser la question, est-ce que lorsque les Belges ont colonisé le Congo, ils ont créé dans la division administrative du Congo belge, il y avait combien de provinces? Il y avait 6 provinces. Ça a fonctionné comment? Il faut se poser d'abord des questions. Puisque ça appelle carrément à une projection qu'on appelle... ça appelle un peu une certaine prospective. Mais avant de se lancer dans une prospective, il faut faire quand même un peu le rétro. Ce que j'ai toujours dit, il faut toujours interroger l'histoire. Il faut interroger, lire mieux l'histoire. Est-ce que les provinces n'ont pas existé même avant l'indépendance? Ça a existé, les 6 provinces. Et est-ce que les Belges
ont mal géré ce découpage territorial. Et pourtant, moi je me souviens, puisque je suis né pendant la période coloniale, je me souviens que l'autorité de l'État était ressentie jusque dans un petit village congolais. Comprenez? L'autorité de l'État était palpable. Donc, de la province jusqu'à la localité. Réveil FM International. Réveil FM International. Écoutez, c'est vraiment différent. Réveil FM International, la radio des merveilles.